Le président. Veuillez vous rasseoir. Une reprise des débats. La Chambre laisse maintenant la parole à la défense de Kusampan pour la suite de son interrogatoire. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Mivun, nous voilà de retour pour la suite et je vous rassure, la fin de mes questions. Nous allons revenir dans un instant sur le statut de la région 103, mais auparavant, je voudrais revenir sur un point qui m'apparaissait peu clair tout à l'heure. Lorsque vous avez évoqué la deuxième visite de Tasung à Privihia, vous avez expliqué que la première fois, c'était lorsqu'il vous a accompagné pour votre installation et que la deuxième fois, c'était une semaine plus tard. Ensuite, quand je vous ai rappelé votre déposition hier, répondant à une question de M. Lavergne sur le fait qu'il était présent lors de l'arrivée des Vietnamiens à Phnom Penh, vous m'avez indiqué ne plus vous souvenir de la date. Je voudrais vous rafraîchir la mémoire en vous lisant une partie de votre déposition hier, donc à l'audience du 8 octobre 2012. C'est entre 14h38 et 14h39. Voilà la question qui vous est posée. Monsieur Mivun, est-ce que vous savez à quelle date les troupes vietnamiennes sont arrivées à Phnom Penh? Et voilà votre réponse. Je ne savais pas exactement quand les Vietnamiens ont attaqué Phnom Penh, mais j'ai écouté la radio que le 6 janvier, les Vietnamiens avaient attaqué Phnom Penh. À cette époque-là, Ta Sung avait passé la nuit chez moi. Je lui ai dit que les Vietnamiens étaient entrés dans Phnom Penh. Et je m'arrête là pour la citation. Donc hier, c'était a priori clair pour vous que Ta Sung avait passé la nuit chez vous, quelque part en janvier 1979, au moment de l'entrée des Vietnamiens dans Phnom Penh. Est-ce que vous confirmez ce point? Oui. Mais peut-être me suis-je fourvoyé. Quand à Siem Reap Previhir et le retour de Previhir à Siem Reap. Je pense que ma déclaration était quelque peu confuse sur ce point, mais je confirme que j'avais raison quand j'ai dit que les soldats vietnamiens attaquaient Phnom Penh. D'accord, donc ma question est donc de savoir si c'était la deuxième ou la troisième visite de Ta Sung lorsque les Vietnamiens sont rentrés à Phnom Penh. Puisque vous avez encore une fois, je récapitule pour que ce soit bien clair, vous avez indiqué qu'il vous a accompagné à Previhir pour votre installation. Tout à l'heure, vous avez indiqué qu'il est venu une semaine après votre installation, qui est donc forcément soit entre août et septembre 1978. Et si il était là lors de la fameuse émission Voice of America à l'entrée des Vietnamiens à Phnom Penh, ça voudrait dire qu'il y aurait eu une troisième visite. Est-ce que vous pouvez, est-ce que ça vous rafraîchit la mémoire ou pas du tout?
Je crois, mais j'étais sans doute peu confus avec la question sur l'attaque par les Vietnamiens. Mais laissez-moi préciser. Une fois, il m'a emmené à Préviré 1. Il n'a pas passé la nuit là-bas. Il devait retourner le jour même. La deuxième fois, il est venu et c'est lors de cette deuxième fois que je lui ai fait le rapport sur le message que j'avais reçu de la part de Khieu Samphan. Et c'est lors de cette deuxième visite, plutôt lors de cette deuxième visite, il a aussi dû rentrer le jour même. Donc ça devait être la troisième fois, la dernière fois qu'il a passé la nuit. Peut-être que je n'étais pas assez clair à propos de la deuxième visite et de la différence avec la troisième. Effectivement, monsieur le témoin, vos précisions sont utiles. J'en reviens maintenant au statut de la région 103 dans laquelle vous êtes resté de août 78 à l'arrivée des Vietnamiens. Et répondant à une question du procureur international, lorsque il vous a demandé pourquoi, selon vous, la région 103 était une région autonome placée sous la direction de Khieu Samphan, voilà sa question exacte. D'après votre compréhension des choses, quel poste Khieu Samphan occupait-il à ce moment-là? Votre réponse à l'audience a été: à ma connaissance, le secteur 103 était placé sous sa supervision. D'après ce que les gens m'ont dit à l'époque, ce secteur était appelé un secteur autonome et il était censé faire rapport directement à Khieu Samphan. À l'époque, Khieu Samphan était appelé l'oncle Khieu Samphan. Plus loin, c'est le 4 octobre entre 14h26 et 14h28. Le coprocureur international vous demande de préciser qui vous a expliqué le statut de la région autonome et le fait qu'elle serait dirigée par Khieu Samphan. Et voilà ce que vous avez répondu. C'étaient des gens ordinaires. Certains d'entre eux étaient à l'hôpital. Le chef de l'hôpital m'en a parlé aussi, mais je ne connaissais pas le nom du chef de l'hôpital. Ma question est de savoir, en dehors de ces gens ordinaires, est-ce que quelqu'un d'autre vous a dit que la région 103, était sous la responsabilité de Khieu Samphan? Le président. Monsieur le témoin, veuillez attendre avant de répondre. La parole est au bureau des coprocureurs. Le procureur. Madame, messieurs les juges, je me suis retenu de soulever des objections jusqu'à présent, et ce malgré le fait que ma consoeur fait des citations sélectives de la transcription, et c'est encore une fois le cas. Je ne veux pas m'immiscer dans l'interrogatoire, mais il faut présenter des faits complets au témoin. Le témoin a en effet mentionné plusieurs sources, et l'on pourrait entendre la question de l'avocate comme lui donnant la liste des différentes sources où il aurait pu recevoir ces informations. La page 85 de projet de transcription en anglais que l'on retrouve vers l'heure 15h15, il y a d'autres informations qui sont données. C'est une question importante. Et je me pose car je ne veux pas que l'avocat
induisent en erreur le témoin et la Cour sur les faits qui sont déjà réglés. Absolument. Le président. Oui, la parole est à la partie civile en premier. Maître Pikang. Merci, Monsieur le Président. Bonjour à tous. La question est de toute façon était répétitive. Le témoin a déjà dit qui lui avait donné les renseignements au sujet de Khieu Samphan et les contacts avec le secteur 103. Et le témoin a déjà dit qu'il avait reçu les renseignements du chef de l'hôpital. Monsieur le Président, si je peux répondre très brièvement, l'intégralité de mon interrogatoire est fondée sur des besoins de clarification sur certains points. Je pense que c'est absolument me faire un mauvais procès que de dire que j'essaye de tromper le témoin dans les extraits que je donne, puisque ce sont les déclarations précises. Je fais des citations précises. Maintenant, si le témoin a des choses à rajouter, déclarer, il pourra le faire. Mais je vais ralentir parce que, effectivement, lorsque je suis dans le feu de l'action, parfois, je m'emporte et j'ai tendance à parler vite. Je précise donc, Monsieur le Président, que je ne fais que citer des extraits d'audience auxquels nous avons tous participé et qu'à aucun moment je n'essaye de tromper le témoin, qu'à chaque fois, je lui donne l'opportunité de s'expliquer et de préciser sur des points qui m'apparaissent peu clairs. Et c'est exactement ce que je fais actuellement. Donc, je n'ai pas fini ma ligne de questionnement. Je pose la première question. Il y a d'autres questions qui suivront. Mais en aucun cas, il ne s'agit de tromper le témoin. Et je demande donc l'autorisation de poursuivre ma ligne de questionnement. Le président. L'objection est rejetée. La Chambre souhaite entendre le témoin répondre à la question. Monsieur le témoin, allez-y. Le témoin. Maître, veuillez, je vous prie, répéter votre question. Il n'y a pas de souci, monsieur le témoin. Ma question était de savoir si, en dehors des déclarations de gens ordinaires que vous aviez évoquées à l'audience du 4 octobre, est-ce que d'autres personnes vous ont indiqué que la région 103 était sous la responsabilité de Khieu Samphan? Réponse. La majorité des gens ont appris les fonctions de Khieu Samphan. Je l'ai su du chef de l'hôpital et aussi du chef de district. Et de la province aussi me l'a confirmé. Et des personnes âgées, quand on leur a demandé, m'ont elles aussi parlé de cela. J'ai reçu donc ces informations tant des gens que de l'hôpital et aussi un autre district, celui de Tchad. Je ne me souviens pas des noms de ces personnes, car cela remonte à il y a très longtemps. Bien, vous m'avez coupé l'herbe sous le pied, monsieur le témoin, parce que je souhaitais vous demander le nom des gens, mais c'est pas grave. Je vais avancer. Est-ce que vous savez quel était le nom révolutionnaire de Khieu Samphan? Je sais qu'on l'appelait
aussi frère Haim. Et à quel moment est-ce que vous savez à quel moment on utilisait cette appellation frère Haim? Et je vous pose cette question parce que vous aviez indiqué lors de votre déclaration que les gens dans la région l'appelaient oncle Khieu Samphan. On le connaissait sous le nom de Bang Ham depuis 1967. Je vous remercie. Parce que vous avez évoqué un certain nombre de déclarations de personnes qui parlaient du statut de Khieu Samphan et de celle de la région 103, je voudrais pouvoir avoir l'opportunité, Monsieur le Président, de remettre à Monsieur le témoin une déclaration. Il s'agit d'une déclaration du témoin TCW 548 qui a été également utilisée par Monsieur le coprocureur dans le cadre de son interrogatoire. Et je voudrais lui faire lire un passage, étant précisé qu'il faudrait que je remette une copie papier puisque je ne peux pas l'afficher à l'écran pour des raisons de confidentialité. Donc avec l'aide de Monsieur l'huissier ou de Madame l'huissier, est-ce qu'on pourrait remettre la version papier de cette déclaration à Monsieur le témoin? Le Président, je vous en prie. Madame le huissier, veuillez remettre la copie papier du document au témoin. Et j'en profite pour préciser aux témoins et à l'ensemble des parties que la partie de la déclaration qui m'intéresse est la question et réponse 15 de cette déclaration. Je vous rappelle, Monsieur le témoin, qu'il ne faut pas prononcer le nom du témoin dont vous avez les déclarations. Je souhaite simplement revenir sur un point relatif à la zone nord. Donc, à la question réponse 15 de ce document, voilà ce qui est dit. Question. Combien de régions comptait la nouvelle zone nord? Quels étaient leurs noms? Et enfin, quels étaient les noms de chaque district? Réponse du témoin. D'après ce que je sais, la nouvelle zone nord est composée de la région 103, de la région 106 et de la région de Kampong Thom de l'ancienne zone nord. Ma question est la suivante. Est-ce que cela vous rafraîchit la mémoire sur la composition de la nouvelle zone nord à l'époque? Quand j'y suis arrivé, je ne savais pas combien il y avait de secteurs dans la zone, ni quelle province composait la zone nord. Je savais que Prévihir, c'est-à-dire le secteur 103, était autonome. Je ne me souviens pas clairement des secteurs qui composaient la zone nord. D'accord. Justement, sur cette question du statut de région autonome de la région 103, je voudrais, toujours avec l'autorisation de Monsieur le Président, pouvoir soumettre au témoin une déclaration du témoin TCW 637, déclaration E3/425. Là encore, pour les mêmes raisons, je souhaite que l'on puisse remettre au témoin une copie papier de cette déclaration pour garantir la confidentialité.
Le président, je vous en prie, huissier d'audience, veuillez remettre ce document au témoin. À l'attention du témoin et de l'ensemble des parties, ce qui m'intéresse dans la déclaration de ce témoin TCW 637 est la réponse numéro 1. Alors en français, c'est en fin de page, parce que la réponse numéro 1 est longue, mais c'est à peu près au milieu de la réponse du témoin, qui indique dans le cadre de sa réponse sur ses activités et qui parle en fait du statut de la région 103. Il indique: par la suite, la région autonome 103 a été intégrée par la hiérarchie dans la nouvelle zone nord au cours de l'année 1977. Monsieur le témoin, ce témoin qui était un résident de Pirvihir, indique que oui, la région 103 a été une région autonome, mais qu'en 1977, elle a été intégrée par la hiérarchie dans la nouvelle zone nord. Est-ce que, encore une fois, cela vous rafraîchit la mémoire sur la situation que vous avez connue, vous, en 1978 ? Je n'étais pas au courant de cette annonce et je ne connaissais pas non plus cette personne. Je voudrais maintenant savoir si, dans le cadre du fonctionnement de la région, de la zone et des communications avec le centre, si vous saviez quelles étaient les règles de communication par télégramme. Je n'étais pas au courant de son fonctionnement. Monsieur le Président, je souhaiterais, pour un dernier document, refaire la même chose que pour les deux déclarations précédentes. Je souhaiterais que l'on puisse remettre à Monsieur le témoin les déclarations de TCW 695, déclaration E3/411. Si j'ai votre autorisation. Le président, allez-y, je vous en prie. Huissier d'audience, veuillez remettre ce document au témoin. Et pour que ce soit clair pour les parties, là, cette fois-ci, effectivement, il n'y a pas de numéro de question. Excusez-moi, Monsieur le Président, je recherche un instant les numéros ERN que j'ai omis de mettre sur mon document. C'est bon, je les ai retrouvés. Donc, il s'agit de l'ERN en français 04 24 036, l'ERN en khmer 00 37 3510 et l'ERN en anglais 00 39 0077. Pour information, Monsieur le témoin, il s'agit d'une déclaration d'un témoin
qui a été le chef d'un service de télégramme. Voilà ce qu'il dit dans l'extrait de ce document. Chaque région possédait un service de télégramme et si une région voulait envoyer un message à un autre endroit, ce message devait, dans un premier temps, passer par la zone. Est-ce que c'est une déclaration qui vous éclaire par rapport à ce que vous avez pu vivre ou vraiment cela ne vous dit rien du tout? Effectivement, cela devait passer par la zone. Je vous remercie de cette précision et j'en ai terminé, Monsieur le Président, de mon interrogatoire. Le Président. Merci, Maître. Avez-vous quelque chose à ajouter? Oui, Monsieur le Président, mon confrère vient de me rappeler que j'ai été extrêmement impoli puisque je n'ai pas remercié le témoin pour le temps qu'il nous a accordé. Donc, au nom de l'équipe de Que s'en pense, je vous remercie du temps que vous avez passé à répondre à nos questions et je vous souhaite un bon retour chez vous. Le Président. Monsieur Meas-Veun, votre déposition est à présent terminée. Vous pouvez à présent quitter le prétoire et rentrer chez vous ou ailleurs. La Chambre vous remercie d'avoir déposé durant ces 3 jours. Grâce aux efforts que vous avez accomplis, vous contribuerez à la manifestation de la vérité. Nous vous souhaitons bonne chance et bon voyage. Huissier d'audience, en collaboration avec l'unité d'appui, veuillez prendre les dispositions nécessaires pour que le témoin puisse rentrer chez lui ou à l'endroit qui lui siera. Messieurs Meas-Veun ainsi que son avocat, vous pouvez à présent disposer. Le Président. Durant le temps qu'il reste, le greffier va donner lecture des paragraphes pertinents de l'ordonnance de clôture concernant les exécutions d'anciens fonctionnaires et officiers de l'ONOL à Tuol Pochrei, en application de la règle 89 bis 1 du règlement intérieur. Le document pertinent est donc l'ordonnance de clôture. Document E163/5 et E124/4.3. Le greffier était chargé de donner lecture des paragraphes pertinents de l'ordonnance de clôture. Paragraphes 205 à 209, 698 à 711, 975 à 977, 1105 à 1113 et 1191 à 1193.
Madame Sakolvouti, allez-y, je vous en prie. La greffière. Des mesures dirigées contre des groupes spécifiques. Paragraphe 205. L'une des 5 politiques mises en œuvre pour réaliser et défendre la révolution socialiste par tous les moyens nécessaires consistait à prendre des mesures contre des groupes spécifiques. Cette action a affecté directement ou indirectement de nombreux groupes présents au Cambodge à l'époque des faits. Les co-juges d'instruction ont été spécifiquement saisis d'actes visant les groupes Cham, vietnamiens et bouddhistes, ainsi que les anciens responsables, notamment les fonctionnaires, les militaires et leurs familles, de la République khmer, ces actes ayant été commis par le PCK en divers endroits du Cambodge, dès avant 1975, au premier stade de sa prise de contrôle de certaines portions du territoire, et jusqu'au 6 janvier 1979 au moins. Paragraphe 206. Les co-juges d'instruction ont été saisis de mesures dirigées contre les Cham dans les zones centrales, est et nord-ouest, contre les Vietnamiens dans les provinces de Prey Veng, de Svai Rieng, zone est, et lors d'incursions au Vietnam, contre les bouddhistes dans tout le Kampuchea démocratique et contre les anciens responsables de la République khmer lors du déplacement de la population de Phnom Penh. Ce dernier événement constitue l'un des nombreux exemples d'un ensemble de mesures visant les anciens fonctionnaires de la République khmer. Paragraphe 207. Un des objectifs de cette politique était l'instauration, par l'abolition de toutes les différences ethniques, nationales, religieuses, sociales et culturelles, d'une société athée et homogène sans division de classe. Cet objectif est attesté par des documents du parti relatifs à la question des classes. En 1974, un article de Pol Pot publié dans l'Étendard révolutionnaire faisait valoir qu'il existait au Cambodge une classe spéciale constituée des soldats, des agents de police et des bonzes. Selon les notes prises par des cadres et se référant apparemment au dit article, toutes les minorités nationales étaient elles aussi considérées comme faisant partie d'un type de classe spéciale et séparée. D'autres classes, telles les féodaux, les capitalistes et les bourgeois, étaient décrits comme des opposants à la Révolution. En septembre 1975, la mise en œuvre de cet objectif a connu une évolution, quand le PCK a proclamé l'abolition de ces classes et de la classe spéciale séparée, déclarant que seules existaient les classes des travailleurs et des paysans, toutes les autres s'étant fondues dans ces deux groupes. À ce moment ou peu après, la radio de Phnom Penh a fait pour la dernière fois mention des moines bouddhistes, des Cham et d'autres minorités nationales. Bien que les hautes autorités du parti eussent continué à parler jusqu'en 1976 d'une population cambodgienne comprenant des nationalités non khmères, il a été officiellement annoncé en août 1977 que l'abolition et l'assimilation de fait des minorités nationales étaient telles que l'on pouvait parler d'un pays à 99% khmer. Un autre objectif de cette politique était d'éliminer les ennemis et de détruire en tout ou en partie certains groupes comme tels. Les mesures dirigées contre des groupes spécifiques occupaient une place importante dans tous les efforts possibles entrepris par le PCK
pour que la situation fût bénéfique à la Révolution. Date et participation. Paragraphe 208. Les mesures dirigées contre les anciens responsables de la République khmère résultaient d'une politique qui existait avant 1975 et a continué d'exister jusqu'au 6 janvier 1979 au moins. En février 1975, des déclarations d'intention faites publiquement relatives à l'exécution de hautes personnalités de la République khmère après la victoire ont été suivies après le 17 avril 1975 d'une décision secrète de tuer un grand nombre d'autres membres de l'élite de la République khmère pour faire en sorte que ceux-ci ne puissent pas se lever contre la révolution. Paragraphe 209. Lors de l'évacuation de la population de Phnom Penh, les anciens responsables de la République khmère, en particulier les responsables de haut rang, ont été repérés pour être arrêtés et tués. Des éléments indiquent que ce groupe a également été visé au cours des déplacements de population d'autres centres urbains et consécutivement ailleurs dans le pays, en particulier dans les zones nord-ouest et sud-ouest, comme il est exposé dans la section de la présente ordonnance relative à la caractérisation factuelle des crimes. Site d'exécution de Tuol Potchefstroom. Emplacement et création. Paragraphe 698. Le site d'exécution de Tuol Potchefstroom a fonctionné par intermittence de fin avril 1975 jusqu'à 1977 approximativement, période durant laquelle se produisit l'exécution à grande échelle d'anciens militaires et de civils. Paragraphe 699. Situé sur un terrain en zone surélevée, le site était proche de la région ouest des rives mobiles du lac Tonlé Sap, près du village de Kdei Chowit, sous-district de Sré Dok, district de Kandieng, province de Pursat. Selon le système d'identification des frontières administratives du Parti communiste du Kampuchea, Tuol Potchefstroom était situé dans le district de Kandieng, secteur 7 dans la zone nord-ouest. Paragraphe 700. Le site d'exécution de Tuol Potchefstroom comprenait un ancien fort militaire de la période de Lon Nol, aussi connu sous le nom de fort du village Po. Il y avait également un étang situé à 4 km environ de Tuol Potchefstroom, qui servait de site d'exécution et dans lequel les corps étaient jetés. Fonctionnement, organisation et personnel. Paragraphe 701. Mol Sambat alias Nim alias Rosnim alias Mol Un fut le secrétaire du comité de la zone nord-ouest jusqu'à son arrestation par des cadres de la zone sud-ouest à la mi-1978. Il a été remplacé à ce poste par Tamok Kong Sophol alias Take, lui-même arrêté et transféré à S21 en novembre 1978, était le chef adjoint de la zone nord-ouest. Paragraphe 702. Ta Kleng fut l'un des commandants de la division militaire de la zone nord-ouest, qui occupa la ville de Pursat. Ta Ki était le secrétaire du district de Kandieng et Ta San le secrétaire adjoint. Ta Mao siégeait au comité du district de Kandieng. Ta Sot alias Ke Kim Hout était le secrétaire du secteur 7 et Ta Toy le secrétaire adjoint. Ta Sot fut plus tard arrêté et transféré à S21 en juillet 1977, ainsi que Ta Toy. Paragraphe 703. Selon plusieurs témoignages, des réunions régulières sont tenues en 1976 entre les cadres de haut rang du PCK, auxquels participaient également les secrétaires de comités de zone, de district, de secteur, ainsi que les chefs d'unité des sous-districts et les chefs de coopératives. Il ressort de ces témoignages que Nuon Chea a convoqué à 2 ou 3 reprises de telles réunions et préparé les plans de purge des ennemis internes.
lesquels prévoyaient d'infiltrer dans les districts des espions qui rendaient compte aux comités de district et de secteur. Les comités de secteur organisaient les arrestations dans les districts et sous-districts sur la base de ces rapports. Selon les témoins, Nuon Chea participait en personne à ces réunions. Arrestation, transfert et exécution au site d'exécution de Tuol Potchrey. Paragraphe 704. Tuol Potchrey a fonctionné de 1975 à 1977 et il semble y avoir eu un certain nombre d'exécutions à travers toute cette période. Anciens officiers et fonctionnaires du régime de Lon Nol. Paragraphe 705. Immédiatement après la chute de Phnom Penh, les cadres du parti ont investi la province de Pursat et la région de Tuol Potchrey et en ont pris le contrôle. La province de Pursat est tombée aux mains du PCK le 19 avril 1975. Et dans les jours qui suivirent, une réunion fut organisée au bureau provincial de Pursat, à laquelle furent convoqués le gouverneur de la province ainsi que les soldats et les fonctionnaires de l'ancien gouvernement Lon Nol. Cette réunion avait pour ordre du jour de préparer l'accueil de l'Ankar à Potchrey. Des hommes en armes furent déployés tout autour du quartier général de la province pour empêcher la fuite des participants. Paragraphe 706. Selon les témoins, furent convoqués à la réunion tous les officiers de l'ancien régime. Paragraphe 707. Assistèrent à cette réunion Nyom et Kon du comité de la zone nord-ouest, Sot du comité du secteur 7, ainsi que Toy, secrétaire adjoint du secteur 7, Tassan, secrétaire adjoint du district de Kanding, et Mao, du comité du district de Kandieng. Selon un ancien cadre du parti, Nyom et Sot donnèrent l'ordre que tous les gradés, militaires et policiers, de l'époque de Lon Nol, soient emmenés pour être exécutés. Il ajoute : en effet, si on les gardait, la révolte allait éclater un jour et il fallait alors les anéantir. Seule l'armée de zone et de région a emmené ses militaires et policiers pour les exécuter. Paragraphe 708. Les victimes se sont donc rendues au quartier général de la province de leur propre volonté. On estime approximativement à quelque 3000 le nombre de participants à la réunion. Paragraphe 709. On leur a fait croire qu'ils allaient suivre une formation afin d'être réintégrés dans l'armée à leur ancien grade ou à un grade supérieur. Cela fut annoncé à la foule assemblée par haut-parleur. Ainsi, les anciens collaborateurs de Lon Nol quittèrent la réunion heureux et rassurés par cette promesse, persuadés qu'ils allaient rencontrer le roi Sihanouk. Les victimes furent ensuite transportées dans de gros camions vers le fort de Tuol Potchrey. Chaque camion transportait environ 30 à 40 personnes. Il n'y avait pas assez de camions pour transporter toutes les victimes en un seul voyage, et il fallut faire plusieurs allers-retours. Cette opération fut menée par les troupes du bataillon 201 du secteur et du bataillon 24 de la zone nord-ouest. Tak Leng aurait personnellement participé à cette opération. Paragraphe 710. Les victimes furent exécutées dès leur arrivée. Les soldats du parti passèrent la journée entière à fusiller les victimes du matin au soir. Paragraphe 711. Les victimes furent enterrées dans une série de grandes fosses.
chacune contenant de nombreux corps et mesurant 10 mètres carrés environ. On utilisa des bulldozers pour enterrer les victimes. Les corps furent entassés les uns sur les autres. On trouva près des fosses des uniformes militaires de l'armée de la République khmer. Les victimes avaient les mains liées dans le dos et étaient attachées les unes aux autres en ligne. Les corps étaient couverts de sang et on pouvait voir des blessures par balles sur les corps, certains ayant reçu une balle dans la tête, d'autres dans la poitrine. Les témoins évaluent le nombre de victimes à 2 ou 3 000 environ. Groupe spécifique. Paragraphe 975. Par les différents rôles qu'il a exercés au sein du PCK, Nuon Chea a participé aux actions qui ont visé certains groupes spécifiques. Paragraphe 976. En qualité de membre titulaire du comité central et du comité permanent, Nuon Chea aurait participé à la création d'un document du parti daté de septembre 1975 qui précise que les seules classes qui subsistaient étaient les travailleurs et les paysans et que toutes les autres classes avaient été intégrées dans ces deux groupes. Traitement réservé aux anciens responsables de la République khmer. Paragraphe 977. Ce groupe a été spécifiquement ciblé alors que Nuon Chea était secrétaire adjoint du comité central et membre titulaire du comité permanent. Lors de la conférence à Phnom Penh de mai 1975, Nuon Chea a expliqué que les anciens soldats et officiels du régime de Lon Nol ne seraient pas autorisés à rester dans le cadre du nouveau régime. Parmi les aveux provenant de S21 et qui furent envoyés à Nuon Chea, figurent ceux d'au moins une personne dont on croit savoir qu'elle était un nouveau ayant servi le gouvernement de Lon Nol. Il a également reçu au moins un télégramme dans lequel des anciens responsables de la République khmer étaient catégorisés comme ennemis. Groupe spécifique. Paragraphe 1105. Par les différents rôles qu'il a exercés au sein du PCK, Ieng Sary a participé aux actions qui ont visé certains groupes spécifiques. Paragraphe 1106. En tant que membre titulaire des comités central et permanents, Ieng Sary aurait participé à la création d'un document du parti daté de septembre 1975 qui précise que les seules classes qui subsistaient étaient les travailleurs et les paysans et que toutes les autres classes devaient être intégrées dans ces deux groupes. Traitement réservé aux anciens responsables de la République khmer. Paragraphe 1107. Ce groupe a été spécifiquement ciblé alors que Ieng Sary était membre titulaire du comité permanent. Paragraphe 1108. Il est peu probable que Ieng Sary ait personnellement assisté au deuxième congrès national du FUNK en février 1975, présidé par Khieu Samphan, durant lequel le Congrès a appelé à l'assassinat des 7 traîtres à Phnom Penh. Cependant, le mois suivant, à un banquet à Pékin, Ieng Sary a informé les personnes présentes du deuxième Congrès national organisé au Cambodge récemment. Ieng Sary a ainsi avalisé l'appel du Congrès au meurtre des 7 traîtres. មន្ត្រីនិងយោធារបស់របបលន់នល់នៅពាសពេញប្រទេសកម្ពុជាដែលអ្នកទាំងនោះត្រូវបានចោទថាមាននិន្នាការជាមួយសកម្មភាពខ្មាំងជាឧទាហរណ៍ក្នុងខែមិនិនាឆ្នាំ 1978 Ieng Sary បានទទួលទូលលេខ 1 ដែលមានខ្លឹមសារថា
Paragraphe 1109. Ieng Sary était informé par télégramme que dans tout le Cambodge, on exécutait les anciens responsables des soldats du régime de Lon Nol, accusés de participer aux agissements de l'ennemi. En mars 1978, Ieng Sary a, par exemple, reçu un télégramme contenant les informations suivantes. Durant cette saison sèche, les ennemis encore existants ont relevé la tête et se sont livrés à des agissements hostiles sur les chantiers. Ces ennemis ont pris contact avec les anciens policiers, soldats et fonctionnaires. Ils se sont mêlés au peuple nouveau. Suite à leurs agissements hostiles, nous les avons clairement identifiés et nous les avons systématiquement éliminés. Certains policiers, soldats et fonctionnaires viennent de s'échapper après que 20 personnes ont été éliminées. Des mesures supplémentaires seront prises pour procéder à de nouvelles arrestations. Paragraphe 11.10. En septembre 1975, Ieng Sary a déclaré lors d'une interview que les cadres de l'ancien régime de Lon Nol participaient à la production agricole et étaient utilisés par l'administration du PCK lorsqu'ils étaient sincères. Concernant le sort de l'ancien Premier ministre Langborret, voici ce qu'il a déclaré. Mort ou pas mort, c'est un traître et il a été jugé par le peuple et par le Congrès. 2 mois plus tard, en novembre 1975, il a admis auprès de journalistes étrangers que Langborret et Sirik Matak avaient été exécutés. Paragraphe 1111. En mai 1977, Ieng Sary a déclaré à propos des anciens fonctionnaires du régime de Lon Nol que seuls les dangereux criminels avaient été traduits en justice. Et il a laissé entendre que les autres avaient simplement rejoint les masses et travaillaient désormais dans des coopératives dans tout le Cambodge. Il a nié qu'ils aient été placés en centre de détention. Il a fait état d'un incident survenu lors de la visite d'une coopérative. Un paysan voulait tuer un ancien major qui travaillait dans la même coopérative, mais l'intéressé avait été épargné parce qu'il s'était bien comporté après la libération. Paragraphe 1112. En avril 1978, Ieng Sary a adressé au secrétaire général de l'ONU une lettre dans laquelle il indiquait que les anciens fonctionnaires travaillaient désormais aux côtés du peuple, dans les coopératives, et que tous étaient sur un même pied d'égalité. Paragraphe 1113. En décembre 1996, Ieng Sary a déclaré au cours d'une interview qu'il n'avait absolument rien su du plan consistant à exécuter les officiers militaires et les fonctionnaires du régime de Lon Nol durant l'évacuation de Phnom Penh. Il a précisé que la décision d'exécuter ces officiers et fonctionnaires avait dû être prise autour du 20 avril 1975, à un moment où il ne se trouvait pas au Cambodge. Il a aussi affirmé qu'il avait été décidé d'exécuter ces groupes et d'évacuer la ville après que des armes eurent été découvertes chez des officiers militaires, ce qui donnait à penser qu'un coup d'État était en préparation. Groupe spécifique, paragraphe 1191. Par les différents rôles qu'il a exercés au sein du PCK, Khieu Samphan a participé aux actions qui ont visé certains groupes spécifiques. Paragraphe 1192. En tant que membre du comité central, Khieu Samphan aurait participé à la création d'un document en septembre 1975 qui précisait que les seules classes qui subsistaient étaient les travailleurs et les paysans, et que toutes les autres classes avaient été intégrées à ces deux groupes. Ainsi, fin 1975, Khieu Samphan a expliqué à un groupe d'étudiants rentrés au Cambodge qu'il existait dans le pays seulement deux groupes sociaux, les ouvriers et les paysans. Khieu Samphan a développé cette théorie en décembre 1975 lors d'un congrès national
où a été officiellement adoptée la Constitution du Kampuchea démocratique. Il y a prononcé le discours principal, soulignant qu'en vertu de la Constitution, le pays était dirigé par une administration d'ouvriers paysans, supervisant un système de travail collectif dans les secteurs agricoles et autres. Il a approuvé l'interdiction constitutionnelle de la religion, qualifiée de réactionnaire, faisant remarquer que les ennemis du pays essayaient d'utiliser la religion comme couverture et qu'il fallait s'y opposer à tout prix. Il a ainsi, de manière générale, confirmé la mise en œuvre de cette politique et y a contribué. Il a en effet fait ces déclarations à l'époque où le PCK affirmait son intention d'abolir toutes les minorités nationales et tous les autres groupes. Traitement réservé aux anciens responsables de la République Khmer, paragraphe 1193. Comme il a été expliqué ci-dessus, le 26 février 1975, Khieu Samphan a publié un communiqué au nom du FUNC et en tant que président du Congrès national du FUNC. Il a annoncé que le FUNC avait tenu un congrès d'une durée de 2 jours et avait pris des décisions sur diverses questions. Khieu Samphan a déclaré que les 7 traîtres de Phnom Penh, Lon Nol, Sirik Matak, Son Ngoc Tan, Cheng Heng, In Tam, Long Boret et Sosten Fernandez devaient être exécutés. Sur les 7 personnes nommées, seulement Long Boret et Sirik Matak étaient restés dans le pays. Sirik Matak a tenté de se réfugier dans l'ambassade française, mais a ensuite été remis au PCK. Ils ont tous les deux été exécutés par PCK, comme l'a confirmé Ieng Sary. Khieu Samphan a prononcé plusieurs autres déclarations publiques au sujet de la clique perfide de Lon Nol. Le président. Merci, Madame la greffière. La Chambre souhaite aussi informer les parties à la procédure que les faits dans les paragraphes sur l'exécution d'exécution de Tolpot Shrey a déjà été lu par la greffier de la Chambre de première instance et ces paragraphes sont ajoutés au 3e segment du dossier 002. Ce faisant, la Chambre considère que les parties auront assez de temps pour préparer les calendriers futurs. Le moment est venu de lever l'audience. Avant de ce faire, la Chambre va maintenant se prononcer sur le comportement de Maître Yanoutsi. Je vais maintenant parler des commentaires insolents en répétition visant à critiquer mes décisions et celles de la Chambre, ainsi que les remarques personnelles faites ce matin par Maître Yanoutsi, l'un des conseils internationaux pour la défense de Nguyen Chia. Les remarques personnelles, apparemment une citation d'un musical américain par Rodgers et Hammerstein, et qui ont été reprises tout de suite avant la pause déjeuner, et constituaient une attaque personnelle. Ces remarques
et la remise en question persistante des décisions de la Chambre sont bien en deçà des normes professionnelles auxquelles on s'attendrait de tout avocat dans ce tribunal et tout autre tribunal. La Chambre a déjà averti Maître Iannuzzi de mettre fin à ce comportement inacceptable. La Chambre acheminera la plainte à l'association du barreau dont il est membre et invitera cette même association du barreau de considérer la plainte avec la précédente déjà faite à son encontre. Voilà qui conclut les audiences d'aujourd'hui. La Chambre lève maintenant l'audience. La prochaine audience sera demain matin à 9 h. La Chambre donnera la parole à M. Nuanchea demain, afin qu'il puisse réagir au paragraphe lu à voix haute, paragraphe de l'ordonnance de clôture. Paragraphe donc pertinent pour le dossier 002 et les faits pertinents pour l'exécution d'anciens fonctionnaires et soldats du régime de Lon Nol, ainsi que les faits se rapportant à la région de Tulportrei. Puis, nous passerons à l'audience sur les documents. Soyez-en informés. Garde de sécurité, vous devez maintenant raccompagner Que Sampan Nuanchea au centre de détention et vous assurer qu'il soit de retour au prétoire avant 9 h demain. L'audience est levée.